Bonjour. Aujourd'hui, la FF10 vous propose de mieux comprendre un trouble encore peu connu et pourtant très fréquent dans vos classes. Il s'agit de la dyscalculie, ou plus précisément du trouble spécifique des apprentissages en mathématiques. L'objectif de cette capsule est de vous donner des repères clairs, des repères pour comprendre comment se construit le nombre, des repères pour identifier les signes d'alerte et des repères pour orienter vers les professionnels qualifiés qui pourront, eux, ensuite accompagner ces élèves en difficulté. Et pour cela, nous accueillons Caroline Landreau, enseignante spécialisée et formatrice à la FF10. Alors, avant d'aborder plus précisément la dyscalculie, il est essentiel de revenir à la base, à quelque chose de fondamental, à savoir la construction du nombre. Caroline, pouvez-vous nous expliquer quelles sont les différentes étapes pour construire le nombre? Avant de parler de difficultés ou de troubles, il est essentiel de comprendre une chose, c'est que le nombre ne s'apprend pas d'un seul coup. C'est une construction progressive qui repose sur plusieurs étapes. Ainsi, dès la naissance, les bébés sont capables de distinguer de petites quantités. On parle de deux systèmes. Le système numérique précis pour les petites quantités et le système numérique approximatif pour estimer. Le système numérique précis n'évoluera pas dans le temps, mais le système numérique approximatif peut s'améliorer avec la mise en place d'apprentissage. Cela montre que le rapport au nombre est en partie inné. Ensuite, à partir de 2 ou 3 ans, l'enfant apprend à dire 1, 2, 3. Au début, il récite comme une comptine, puis progressivement, il découpe la chaîne numérique et identifie chaque nombre. Le français est une langue particulièrement difficile pour l'apprentissage de ces mots-nombres avec des irrégularités qui arrivent très vite. 11, 12, 13, 14, 15 et 16, et puis 70, 80 et 90. C'est ainsi qu'un enfant français compte jusqu'à 30 à 6 ans, alors qu'un enfant chinois compte jusqu'à 100. Mais compter, ce n'est pas juste réciter. L'enfant doit comprendre qu'un mot-nombre comme 1, 2, 3 correspond à une quantité. Il apprend alors à dénombrer. L'enfant apprend ensuite à lire et à écrire les nombres comme 12, 35, 248. Mais cela demande une compréhension du système de position, car le chiffre 2 vaut 2 quand on a 12, mais 200 quand on a 248. Cela demande donc des compétences visio-spatiales. À partir de ce que l'on appelle le triple code, c'est-à-dire la quantité, le mot-nombre et le code indo-arabe, l'enfant construit petit à petit une ligne numérique mentale où les nombres sont organisés horizontalement de gauche à droite. Toutes ces compétences se combinent pour calculer et résoudre des problèmes. Le nombre repose donc sur plusieurs étapes, compétences qui s'accumulent comme des briques, et si une seule est fragile, tout peut être impacté. Et alors, une question importante se pose pour les enseignants. À quel moment s'inquiéter? Et surtout, comment distinguer la difficulté passagère du trouble spécifique? Tous les élèves peuvent rencontrer des difficultés, mais il faut distinguer deux situations. Tout d'abord, la difficulté passagère. Elle a la particularité d'être ponctuelle, en lien avec une notion précise, et elle disparaît avec de l'entraînement et l'utilisation d'autres méthodes pédagogiques. Tandis que le trouble spécifique est persistant dans le temps, résistant aux aides classiques et touche plusieurs domaines mathématiques. Merci de ces éclaircissements. Alors, une fois cette distinction posée, il est possible d'aller plus loin et donc de définir précisément ce dont on parle. Pouvez-vous nous expliquer ce qu'est la dyscalculie? Alors, la dyscalculie ou trouble des apprentissages en mathématiques est un trouble neurodéveloppemental, c'est-à-dire qu'il y a un fonctionnement différent du cerveau. Ce trouble est en général présent depuis la naissance, même s'il peut s'exprimer plus tard quand on est confronté aux apprentissages. Il est aussi durable et persistant, c'est-à-dire qu'on apprend alors à vivre avec. Ce n'est donc pas une maladie, un manque d'intelligence ou de la paresse. La dyscalculie se traduit donc par des difficultés persistantes à comprendre les quantités, à manipuler les nombres ou à effectuer des calculs. Et pour maîtriser le nombre, on utilise différentes fonctions cognitives. Pouvez-vous nous les présenter et surtout nous expliquer pourquoi certains élèves n'ont pas les mêmes difficultés? En effet, le sens du nombre mobilise plusieurs fonctions cognitives comme le langage avec l'apprentissage des mots-nombres et la compréhension des énoncés.
Les compétences visio-spatiales avec la numération de position et la pose des opérations. On a aussi besoin de la mémoire de travail et des fonctions exécutives pour garder en mémoire les informations pertinentes et organiser sa pensée. On s'appuie alors sur les opérations logiques. Et ces fonctions sont nécessaires pour le calcul mental et la résolution de problèmes. Pour mieux le comprendre, prenons l'exercice suivant. C'est un exercice de CM1 avec une seule opération et donc une seule étape à effectuer. C'est donc un problème assez simple à résoudre. Mais on peut déjà voir, sur le compteur d'une voiture est indiqué 1975. Cela veut dire qu'il faut avoir des compétences langagières pour comprendre par exemple ce qu'est un compteur de voiture. Puis, la semaine suivante, le compteur indique 2680 km. Il faut alors visualiser la scène et comprendre la chronologie. Les 1975 au début et les 2680 à la fin. Enfin, combien de kilomètres ont été parcourus pendant la semaine? On identifie alors ce qu'on cherche et on détermine les informations pertinentes pour y arriver. Il faut alors choisir la bonne opération et là, ce sera une soustraction. Puis effectuer le calcul en posant correctement l'opération sans se tromper au niveau du positionnement et en maîtrisant ces tables d'addition et de soustraction pour ne pas faire d'erreur. À la fin, il faut se rappeler ce qu'on cherchait au départ et faire une phrase de conclusion. Donc, on voit que même pour un problème simple, cela nécessite de nombreuses fonctions cognitives et on comprend ainsi pourquoi deux élèves peuvent avoir des difficultés très différentes. Résultat, à l'école, cela peut entraîner des difficultés à compter, dénombrer, estimer, même avec les doigts. Des difficultés à maîtriser la technique opératoire ou à mémoriser les tables d'addition et de multiplication. Enfin, on peut aussi avoir du mal à comprendre les énoncés, à choisir la bonne opération et à suivre une procédure. Mais la dyscalculie ne concerne pas que l'école. Elle peut aussi impacter la gestion de l'argent, la lecture de l'heure, et même la confiance en soi ou la fatigabilité. C'est très clair, merci. Jusqu'ici, donc, nous avons vu que la dyscalculie pouvait avoir des origines multiples et des impacts variés, à la fois dans la classe et dans la vie quotidienne. Mais pour les enseignants, la question qui reste centrale, c'est comment repérer ces élèves le plus tôt possible. Tout d'abord, il faut connaître les attendus en fonction de l'âge et avoir quelques repères. Par exemple, en maternelle, vers 2 ou 4 ans, l'enfant découvre les mots nombres, les petites quantités de 1 à 3 et les premières additions. Vers 5-6 ans, il doit maîtriser la comptine numérique jusqu'à 30, le dénombrement jusqu'à 20 et les additions, soustractions inférieures à 5. Puis en élémentaire, vers 7-8 ans, il doit savoir dénombrer jusqu'à 100, puis jusqu'à 1000. Il découvre les différentes opérations et plus particulièrement les additions-soustractions. Vers 9-10 ans, on passe à la multiplication-division et à la résolution de problèmes simples. Enfin, vers 11 ans, il doit avoir acquis la représentation des grands nombres, millions, milliards, et les nombres décimaux. Il doit aussi maîtriser les 4 opérations et la résolution de problèmes avec les 4 opérations. Une fois les signes repérés, une nouvelle étape commence. En effet, il ne s'agit pas seulement d'observer, mais surtout d'analyser finement les situations. La première étape, qui est essentielle et représente 80% de mon travail d'enseignante, est d'observer et de comprendre le fonctionnement de l'élève pour identifier ses points d'appui et ses freins. Cela peut être dans les contextes réels d'apprentissage, en les observant et en regardant ce qu'ils ont produit, à travers les observations et les témoignages des adultes autour de l'élève, ou en s'appuyant sur des éléments objectifs et diagnostiques. Ces observations vont nous permettre d'identifier ce qui fait obstacle, et plus particulièrement les composantes internes comme le trouble et les fonctions cognitives sollicitées, mais aussi les composantes externes comme la tâche, le support, les consignes, l'environnement, qui peuvent augmenter les difficultés s'ils n'ont pas été pensés de manière accessible. Repérer est donc une étape fondamentale, la première étape, mais il faut ensuite comprendre ce qui fait obstacle pour pouvoir agir et intervenir efficacement. Résultat, vers qui doit-on et peut-on s'orienter pour poser un diagnostic? Le diagnostic est posé principalement par un médecin, suite à un bilan effectué par un orthophoniste spécialisé en cognition mathématique. D'autres professionnels peuvent faire des bilans, mais ils ne sont la plupart du temps pas autorisés à utiliser des batteries de tests étalonnées qui donnent le niveau de l'enfant par rapport à sa tranche d'âge. Et je trouve que c'est dommage de ne pas avoir accès à cette information.
Personnellement, je peux faire des bilans, mais ils ne sont pas étalonnés et donc je m'y refuse. Par contre, je fais des suivis. Caroline, merci pour toutes ces informations. Nous arrivons à la fin de cette capsule. En conclusion, pouvez-vous nous récapituler les informations clés à retenir? Effectivement, nous avons vu que le nombre se construit en plusieurs étapes, que les mathématiques mobilisent de nombreuses fonctions cognitives et que la dyscalculie est un trouble complexe et multifactoriel. Mais il est important de garder en tête une réalité du terrain. Ces difficultés ne disparaissent pas avec le temps. Au contraire, elles deviennent souvent plus visibles et plus pénalisantes au collège, où les élèves doivent raisonner davantage, manipuler des notions abstraites et mobiliser plusieurs compétences simultanément. Ce qui était une fragilité peut alors devenir un véritable frein aux apprentissages, avec des conséquences sur la réussite scolaire, mais aussi sur la confiance en soi et le rapport à l'école. C'est pourquoi l'enjeu est majeur, il faut agir le plus tôt possible. Je vous remercie de m'avoir écouté.